Chers amis, heureux de vous retrouver sur la SOA Sound of Africa. Au générique, vous avez reconnu notre rubrique mensuelle qui revient cette fois-ci encore pour vous parler de quelqu'un qui nous a quittés, qui nous a vraiment quittés dans des conditions, voilà, vous savez ce qu'il y a en ce moment. Et il est surnommé Papa Manu, le grand Manu, ou Papa Groove, comme on peut le lire quelque part. Oui, c'est quelqu'un qui vraiment a marqué la musique. Et il a marqué de son empreinte la musique africaine, la musique mondiale même, on peut dire, puisqu'on sait que Michael Jackson a piqué quelque chose chez lui pour faire le succès d'une de ses chansons et que ça a fait du bruit. Bon, on va pas revenir sur cet épisode. C'est quelqu'un qui était jovial, qu'on voyait vraiment ouvert. Il a travaillé avec plein de musiciens, il a travaillé dans tous les registres, dans tous les genres, jazz, soul, etc. Makossa, groove, et oui, c'est quelqu'un qui a tout visité, qui a tout fait, et qui a travaillé avec les plus grands de ce monde. Dans la musique, il était bien respecté, et Manu Dibango nous a quittés, il nous a quittés donc le 24 mars 2020 à Melun en France. Et il faut dire qu'il est né le 12 décembre 1933 à Douala. Il est né à Douala et ses parents étaient Michel Manfred Ndjoke Dibango, qui était fonctionnaire, et sa maman qui est couturière. Oui, il est issu de l'ethnie Douala. On va pas tout présenter ici. Dans le documentaire que nous vous proposons, documentaire qui a été enregistré par RFI à travers Claudicia à l'occasion de ses 60 ans de carrière, documentaire que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, qui a été fait le 18 octobre 2019, document RFI. Voilà, vous allez l'écouter parce que il vaut mieux parfois écouter la personne même raconter sa vie, raconter son parcours, que de reprendre ce qui a écrit par-ci, par-là, gauche à droite, pour en faire un papier et le lire tout bonnement. C'est pour ça que moi, je privilégie la parole de la personne même, le témoignage de la personne, c'est plus vivant. On le fait revivre encore de nouveau en l'écoutant, et c'est mieux ainsi. Donc je vous propose pour la SOA d'aujourd'hui d'écouter l'interview de Manu Dibango avec Claudicia, document RFI réalisé en octobre 2019 à l'occasion de ses 60 ans de carrière. J'espère que nous allons nous retrouver, et oui, vous serez au rendez-vous le mois prochain. Nous allons parler de Tony Allen qui était avec Fela Anikulapo Kuti, les précurseurs, les inventeurs de l'afrobeat, et nous allons voir la vie de Tony Allen qui aussi nous a quittés. Merci, et je vous dis à la semaine prochaine pour Africa Sport, et le mois prochain pour donc la SOA Sound Africa sur 92.1 FM Radio Campus dans son émission Sous l'arbre à palabres. C'était votre fidèle ami Fontaine Chikiti, à la technique Serge et Média. Manu Dibango, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien Claudie, merci de m'avoir invité. 85 ans, 60 ans de carrière. Alors, d'autres artistes ont une vraie longévité dans leur vie artistique, oui. Mais rares, très rares sont ceux qui ont une telle image, devenue une véritable marque. Es-tu conscient, aujourd'hui, Manu Dibango, d'être un personnage
totémique, une figure emblématique. Totémique, j'aime bien ça, je ne connaissais pas. Mais oui. Tu sais, c'est Molière qui fait la prose sans savoir. Moi, je suis de cette époque-là. La musique, j'ai toujours aimé. Je n'avais pas, Claudie, j'ai jamais eu de plan de carrière. Je t'assure, je suis entré dans ce métier. On dirait qu'on aurait dit qu'il y a une force qui me poussait vers l'inconnu. Je ne savais rien et je ne sais toujours rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis encore en vie et que j'ai toujours la passion du métier. Alors, j'ai presque envie de dire à tous les jeunes artistes, à toutes les personnes passionnées par un métier dans un domaine quel qu'il soit, envie de dire qu'en réalité, la passion peut vous mener jusqu'au bout, là où vous n'imaginiez même pas aller. Ah oui, oui. Là où d'autres aujourd'hui font souvent des plans de carrière en se disant je ne fais pas ça parce que si je fais ça, ça va altérer mon image ou atteindre à mon image. Toi, à aucun moment tu n'as pensé à ça? Ah ben non, parce que déjà, vu l'époque, tu as dit 85. Bon. Je sors d'un pays où on était peut-être pas colonisé, mais c'était pareil, sous mandat, c'est pareil. Où le métier de musicien n'existait pas. Il y avait des gens qui faisaient la musique, on les appelait pour animer les mariages ou les déjeuners, on te donnait une pièce. Bon, bref. La seule musique qui existait, qui était noble, c'est Alléluia. Le restant, c'était... Tu as baigné dans cela par, oui, par ta mère, baigné, par voilà, ta mère, ton père. Mais mon père et mon oncle, en fait, mon oncle paternel, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands. Ouais. Hein, parce que, bon, il n'y a pas longtemps que on est français, les gens, ils oublient ça. Les Sénégalais, ça fait 4-5 siècles qu'ils avaient à dealer avec la France. Le Cameroun a dealé avec la France à la Première Guerre mondiale, donc c'est hier. Ben oui, puisque à la fois entre l'Empire ottoman qui perd toutes ses possessions et l'Allemagne qui voilà. qui est défaite, qui perd également ses possessions en Afrique. Donc c'était un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, le genre de ce que moi je fais maintenant n'existait absolument pas. Ouais. Et mes parents m'envoient ici faire des études entre guillemets sérieuses. Qu'est-ce que je fais? La musique. Alors, je peux te dire que... Justement, ton papa décide, lui, de te couper les vivres lorsque tu échoues ça s'est passé. Au baccalauréat. Deuxième partie. Ouais. J'avais la première partie, la deuxième partie, j'étais parti en Espagne avec des copains. Donc voilà. Bon, bref, j'étais parti. Quoi faire en Espagne? La musique. Donc, quelque part, c'est la musique qui me poussait. Et voilà, quoi. Tu sais, des fois, tu ne sais pas exactement. Vraiment, dans mon cas, hein, j'ai pas su. J'ai eu des copains, j'ai eu des opportunités. Ah, par contre, il faut avoir la chance de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. On va revenir sur ces moments de musique extraordinaires qui sont gravés dans les esprits et même, j'ai envie de dire, dans les annales de la musique en général. Je voudrais parler de toi lorsque tu arrives en 1949 à Saint-Calais. Tu as souvent raconté cette histoire-là avec ces 3 kilos de café qui te permettent de payer, voilà, et qui te permettent de payer tes premiers mois de pension. Puis il y a eu Chartres, Château-Thierry, Reims, il y a tout. Ben oui, on était français, il ne faut pas oublier. Quand moi je dis aux gens, je dis, mais attendez, quand vous me posez des questions, il y a des périodes dans la vie. Il y a des périodes où moi j'étais français, puisque je suis arrivé ici comme citoyen de l'Union française. Il n'y avait pas encore d'immigration. Les immigrés, c'était les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Nous, on était français, puisqu'on sortait de l'Empire français. Donc on pouvait aller n'importe où en France, on n'avait pas de problème. Donc les problèmes ont commencé à partir de 1960, quand les indépendances sont arrivées. Donc on était Sénégalais, Camerounais, Congolais et tout ça, avec des passeports différents. Mais nous, avant, on avait des passeports français. Quel souvenir gardes-tu de cette France des années 50, justement? Ben, c'est une France qui sortait de la guerre, où toutes les familles avaient donné leur sang, y compris les bataillons africains. Donc il y avait de la fraternité dans l'air. Il y avait une renaissance, si je peux dire, la renaissance de la France qui sortait donc de l'occupation, qui sortait du pétainisme aussi, parce que tout ça, ça allait ensemble, hein, voilà, qui sortait du phénomène de la résistance. Et
qui étaient curieuses de connaître l'autre. L'autre, c'était les enfants de l'Empire, donc que ce soit les Africains, que ce soit les Antillais, que ce soit les Vietnamiens, qu'on appelait d'ailleurs Indochinois. Il n'y avait pas un ferment du rejet de l'autre. Au contraire, c'était de connaître l'autre. Il n'y a pas eu aujourd'hui beaucoup de jeunes évoquent, et à juste titre de façon légitime, les discriminations, les relégations. À cette époque-là... on n'a pas eu ça, hein, on n'a pas eu ça. Franchement, par là, on n'a jamais eu ce problème. Peut-être qu'il y en a qui l'ont eu, mais comme on était brassés, si je te montrais, Claudie, les photos qu'on faisait dans les collèges, dans les lycées, les photos d'école, tu serais ahuri de voir le nombre de Noirs qu'il y avait dans les lycées. Alors quand après on te dit mais qu'est-ce que vous faites là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Hein? Et dans les bouquins d'histoire, on a mis, je sais pas, un Dolby quelque part. Parce que toutes les photos de tous les gars qui étaient là, c'est là d'ailleurs même. D'ailleurs, quand on parle du panafricanisme, c'est ici que ça a commencé, c'est pas en Afrique. Et c'est souvent ce que je dis aux uns et aux autres. Beaucoup de jeunes ne le savent pas, merci. Aux États-Unis et ici. Exactement. Parce qu'on ne se connaissait pas, on se connaissait par un bouquin qui s'appelait Mamadou et Bineta. Hein, ça, c'était la Bible de toutes les colonies. C'est là où on apprenait le Dahomey, le Madagascar et tout ça. Mais on ne se connaissait pas. Les transports déjà dans nos pays. Hein, aller de Douala à Yaoundé, c'était une aventure. Aller de Grand Bassam à Abidjan, c'était une aventure. Voilà. Donc, personne ne... Et c'est quand on est arrivé ici que par affinité, par feeling, on a commencé à se connaître, on avait des copains ivoiriens, des copains sénégalais, des copains camerounais. Et c'est là qu'on a commencé à parler du continent. Parce que quand tu es en Afrique, à cette époque-là, tu n'es pas africain. Tu es camerounais, tu es sénégalais, tu es nigérian et tout ça. C'est la notion de l'Afrique du continent. Pour des gens de mon âge, en tout cas, c'est ici. Et puis, nous aimons souvent à rappeler que le premier congrès panafricain a eu lieu à Londres en 1900, organisé par des Caraïbéens et des Afro-Américains, oui. Avec des Africains qui étaient présents à Paris, qui ont pu y participer à cette époque-là. C'est pour ça que le symbole de ça, en tout cas, c'était les Senghor, Césaire et Gontran. Plus tard, exactement, contre Damas. C'est la trilogie. Exactement, c'est vrai. Ils symbolisaient un peu toute cette époque-là. En France et puis pour les francophones. Ouais. Alors que les Américains, ils avaient autre chose, les gens qui habitaient les Caraïbes avaient autre chose. Mais tout ça, ça allait en parallèle quand même, mais sans se connaître. Alors Manu Dibango, tu n'as jamais fait de politique et Si, culturelle. Oui. Alors de politique politicienne. Non. Et pourtant, ton histoire musicale est rythmée par, j'ai envie de dire, ou c'est ta musique qui a rythmé les indépendances, l'émancipation de l'Afrique. 1957, c'est une année importante pour toi. Le Ghana accède à son indépendance, oui. C'était le 6 mars. Et toi, tu te maries avec oui. Marie-Josée, que tout le monde appelait Coco, que tu avais rencontré un an auparavant. Oui, parce que pour nous qui aimons ton histoire, pour nous, Coco, c'est un personnage important. C'était la Belgique, ça. Ouais. J'ai épousé la Belgique et du coup, plus tard, le Congo. Ouais. Parce que, qu'est-ce que... Un noir francophone à l'époque, qu'est-ce qu'il avait à faire avec le Congo Léopoldville? Rien. Ouais. Sinon d'aller habiter Bruxelles à cause de pas mal de trucs et puis de rencontrer les Kabasélé et tout ça. Alors, raconte-nous déjà cette année, 1956. Tu commences à jouer dans les clubs. Tu es, j'ai envie de dire, un musicien parmi tant d'autres avec son talent. Mais je suis un Ivoirien. Alors, raconte-nous. Fax Clark. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que Keita Fodeba, il a fini ministre de la Guinée, d'ailleurs assassiné. Keita Fodeba était le premier ici dans les années 50 à monter un ballet africain et à faire le tour de l'Europe. Et dans ce ballet, il n'y avait que des étudiants finalement qui avaient une vague idée d'ailleurs de la danse africaine. Ils n'avaient pas terriblement dansé. Il y avait des Antillais dedans. L'essentiel, c'était d'être noir, parler français et faire le tour de l'Europe. Et là-dedans, il y avait un Ivoirien, Fax Clark, il y avait un gars de la Casamance, Fonseca. Et
quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils ont quitté le ballet pour monter des clubs. Il y en a un au bas de la ville, pour ceux qui connaissent la Belgique, et un en haut de la ville. Fonseca, il était en haut de la ville, Fat Clark était au bas de la ville. Ils ont monté 2 clubs privés avec des Belges. Et quand j'ai eu mon aventure là, je suis allé à Bruxelles pensant que j'allais continuer les études. J'ai fait d'autres études, finalement, les études de la nuit, quoi. Et donc... Les anges de la nuit. Les anges de la nuit. C'est ça, les anges noirs d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, le club s'appelait les Anges Noirs. Et donc, j'ai commencé à jouer là, la vie était belle, j'ai connu ma femme, enfin tout allait bien, j'étais musicien, non pas parce que j'étais spécialement africain, mais parce que je faisais l'affaire, quoi. Ouais. Il y a ça aussi, il ne s'agissait pas d'être juste africain, Bataboudila et tout ça. Bon, et ensuite, nous arrivons aux années, je coupe, hein, on arrive aux années 60, c'est la table ronde, c'est les indépendances et tout ça, les tu me bouscules là. Tu me bouscules, tu vas vite. Mais c'est vrai, parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais parler de ces indépendances-là. Exactement, de ces indépendances-là. Oui. Pourquoi? Parce que je voudrais revenir sur ceux qui ont été avec toi, scolarisés en France. Je pense à Francis Bébé. Oui. Je pense à Moyébé Ndedi. Oui, celui qui m'a prêté le saxo. Qui t'a prêté le saxo. Et Francis... que j'ai jamais payé d'ailleurs. Et Francis qui t'a initié quand même aussi au jazz, c'est lui qui t'a... Toi, tu aimais le jazz. Oui, Francis était mon héros. Hein. Alors ça, c'est les colonies de vacances. Ouais. Nous avions donc, pour les Africains, il y avait des colonies de vacances. C'est là où justement, on parlait du panafricanisme tout à l'heure. Mais le lien, c'était les colonies de vacances où tous les Africains se retrouvaient. Des fois, c'était à Nancy, des fois, c'était à Saint-Germain, en Laye, des fois, c'était à Aix-en-Provence. Enfin, tous les étés, des Africains qui étaient là, qui étaient élèves, même pas étudiants, là, donc se retrouvaient là. Et donc, ces groupes-là ont été les ferments de la connaissance de l'Afrique. Voilà. Donc, Francis Bébé est arrivé en colonie de vacances avec une de mes cousines qu'il a épousée, d'ailleurs. Jusqu'à la veuve, elle est là. Et Francis jouait la guitare, et quand tu es musicien, tu tombes amoureux d'un autre musicien. Francis était en avance. Il était notre maître, vraiment on jurait, on dormait, Francis Bébé, tout ça. Et c'est lui qui m'a initié précisément aux 12 mesures du blues, hein, qui m'a fait connaître l'univers de Duke Ellington et tout ça. Je suis content parce que c'est quand même un compatriote qui m'a fait connaître ça. Mais en l'air, il y avait le jazz aussi dans les boîtes et tout ça. Mais nous, on n'était pas tellement boîte. On était dans les colonies, mais il y avait les boîtes en l'air. Hein. Je veux dire, il y avait le Tabou, il y avait le Caméléon. Oui, à Paris, le Tabou. À Paris, c'était pas loin de Saint-Germain-en-Laye. On allait de temps en temps écouter les ciné-béchettes et tout ça. On a eu cette chance-là. Il y a eu la canne à sucre, il y a eu... Alors là, ce de côté-là, il y avait le Blomé. Oui, le Blomé, oui. Bah, il y avait le petit balcon. Oui. Il y avait la canne à sucre, il y avait le bikini. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était le côté antillais. Et c'était terrible parce que cette musique-là, elle nous touchait plus d'ailleurs parce qu'il y avait des rythmes que les Américains n'avaient pas. Ouais. Voilà, donc beaucoup de gars étaient beaucoup plus du côté antillais et tout ça. Tu as cité Duke Ellington qui aimait à dire et à répéter il faut, dans ce métier, dans ce monde, rencontrer les gens qu'il faut au moment où il le faut. C'est ta rencontre avec Francis Bébé. Oui, elle a été déterminante. Elle a été déterminante pour toi. On va revenir à Bruxelles à la fin de ces années 50, début des années 60, donc fin des années 50. C'est le moment, on parlait des indépendances tout à l'heure. Exact. Tous les acteurs politiques qui seront au premier plan lors de l'indépendance du Congo, fréquentent les clubs. Tous connus. Ils fréquentent les clubs. Et j'ai envie de dire que presque la politique du futur Congo, du Congo indépendant, se joue là dans les clubs. Les uns les autres se rencontrent, se discutent. Et toi, tu assistes à tout ça. Ben, les Congolais ont toujours fait ça. Hein. Chez eux, la politique se discute toujours dans les boîtes. Hein. Ouais. Quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils ont continué leur histoire. Simplement, il n'y avait que 2 boîtes, quoi. Et notamment les Anges Noirs de Fonseca. C'est là alors que tout le monde, les Lumumba, les Kalonji, en fait, tous les gens qu'on cite dans Indépendance Tcha-Tcha. Tchombe, tout ça. Tchombe, Moïse, on a connu tout ce gars-là. Et
Bon, donc Kabasele arrive dans les valises en fait de Lumumba, parce que c'est Lumumba qui a amené Calais, le Grand Calais et l'orchestre. C'est la première fois qu'un orchestre africain d'ailleurs venait en Europe et a enregistré dans les conditions optimales que tu as en Europe, quoi. Et voilà, donc Kabasele, et là aussi l'opportunité, c'est que Kabasele, il fréquentait la boîte. Et bon, ben, j'étais saxophoniste, tout ça. Et lui, son saxophoniste, était malade. Il n'a pas pu venir. Voilà l'opportunité. Ouais. Donc toutes les séances, là, y compris indépendantes, j'étais dedans. Donc, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de personnage totémique et ça te faisait sourire, rire même, ton célèbre éclat de rire. Voilà, c'est-à-dire que cette chanson-là, elle est importante parce que c'est une chanson qui marque une histoire, un épisode de l'histoire, entre l'Europe et l'Afrique, entre la Belgique et donc le Congo. Même Cuba, tcha-tcha. Et Cuba, et donc Cuba, donc tous les mondes. Tcha-tcha, quand même. Et cette chanson que l'on écoute encore aujourd'hui, que les jeunes reprennent à qui veulent l'entendre. C'est exact. Et toi, tu es dans cette histoire-là. C'est cette aventure-là congolaise, bruxelloise, qui te mène après, avec Coco, vous êtes au Congo, vous êtes à Léopoldville. Oui, d'où twist à Léopoldville d'ailleurs, j'ai fait un twist. Mais oui. Léopoldville, Kinshasa. Maintenant, bon, évidemment, toujours saisir le truc. J'étais parti pour un mois parce que le club dans lequel je jouais fermait au mois d'août. Donc je m'en vais au mois d'août pour un mois. Et je reste 2 ans. Vous montez un club, Coco et toi? Et on monte un club avec le premier banquier. Toujours pareil, opportunité. J'avais un copain qui était le premier banquier congolais, il s'appelait Dokolo. Ouais. Dokolo, c'est lui qui a épousé la fille d'ailleurs. Oui, alors c'est le fils de Dos Santos, son fils a épousé. Voilà, tu vois un peu. Et de Santos que j'ai connu aussi, terrible guitariste d'ailleurs en dehors de ça, hein, parce qu'il venait faire le bœuf. Il était réfugié déjà politique. Nous, on ne savait pas spécialement. Ouais. Ben, il venait dans la boîte tous les jours, il faisait le bœuf. Ouais. Voilà. Et puis, plus tard, sa fille, la milliardaire en question, elle épouse Dokolo. Ouais. Et Dokolo, il a toujours essayé, chercher à me voir parce que son père lui avait parlé de moi tellement. Finalement, on se voit. Voilà. Ouais. Donc, opportunité, hein, au pluriel. Léopoldville, 2 ans, le club s'appelait Afro Negro. Avenue Général de Gaulle. Ah, c'est pas mal. Non, mais tu vois, quand tu parles d'ambiguïté, oui, ben voilà. Hein, qu'est-ce que de Gaulle il fait à Léopoldville? Oui. Voilà. Bon, et puis, il y a d'autres villes et capitales africaines qui te reçoivent. Je pense à Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est l'une de ces villes qui t'a porté. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Et Abidjan, eh bien, tu diriges l'orchestre de la RTI, entre autres. Oui, alors Abidjan, je connais Abidjan en 60 parce que j'ai été le premier musicien non ivoirien à jouer pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Et d'ailleurs, là, il y a 15 jours, j'ai eu ce qu'on peut avoir de mieux pour moi. J'ai été intronisé à Cocody, par le maire de Cocody. Il y a eu 6 chefs traditionnels et un roi. Alors là, je vais te dire que, Claudie, des décorations, on en a au monde, mais celle-là qui vient de là, merci. Écoute, c'est important ce que tu nous dis là, parce que pour beaucoup, Manu Dibango, l'artiste international, qui effectivement a été décoré ici et là, que ce soit avec la francophonie, que ce soit ici en France, un petit peu partout en Afrique, et pour toi, une décoration qui vient des traditions, de la tradition du continent, est forcément plus important, c'est un honneur plus important qui t'est fait. Pour moi, oui. Pour moi, hein, je ne veux pas dire que c'est valable pour tout le monde. Mais venant à cette époque de ma vie, d'ailleurs, le soir de ma vie, et venant de la Côte d'Ivoire, où j'ai toujours eu des attaches sérieuses, quoi. Tu imagines maintenant, Claudie, un Camerounais ou bien un Ivoirien aller diriger un orchestre au Sénégal? Tu as raison.
avec nos Afriques là maintenant, tu imagines. Donc, les gens qui étaient là avant, Oufouette et tout ça, étaient alors qu'on appelle visionnaires. Parce que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore de musique, entre guillemets, dite ivoirienne. Ouais. Le fait que le gars m'a fait venir, ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Et maintenant, la musique ivoirienne, c'est l'une des plus écoutées au monde. Donc, il avait vu, lui, ce que visionnaire. Tu es un témoin important de cette Afrique qui s'éveille et de cette Afrique éveillée avec tous ces travers, avec ses défaites, mais avec ses victoires aussi. Oui, il y a des belles histoires. Ça, c'est une belle histoire, ça. Mais c'est une magnifique histoire. et justement, tu n'es pas qu'un artiste musicien. Effectivement, c'est le cœur de ton existence. Mais tu es également un homme de télévision, tu es un homme de radio, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi un homme de télévision? Ça nous ramène à Pulsation. Ça nous ramène... Oui, Légitimus. Avec Égésipe Légitimus. Et là encore, il y a une histoire. Si je peux prendre le moment, parce que oui, c'est tu sais, je joue à la Bohème à Montparnasse. Tout à l'heure, j'allais te parler de la Bohème, justement. Alors, quand je suis parti du Cameroun, je suis arrivé à Paris, puis je fréquentais les boîtes pour chercher du boulot, bêtement. Je suis tombé à la Bohème, j'habitais pas loin, dans le 14e. Et à la Bohème, il y avait un Antillais dont je ne me souviens plus du nom, un terrible baryton. Il est décédé maintenant. On est devenus copains. Et lui, il devait partir pour des raisons de famille. Et il m'a confié la direction de l'orchestre de la Bohème. Voilà. Toujours opportunité, il faut toujours l'avoir derrière. Et te dire que tu n'y es pour rien, en fait, tu ne sais pas. Je ne savais pas que j'allais trouver un Antillais là qui joue du baryton, qui aime bien, on a les mêmes goûts et tout ça. Il me confie donc. Donc je deviens chef d'orchestre. Et là, je vois passer les Monk, je vois passer les Errol Garner, je vois passer tous les jazzmen. Pourquoi? Parce que la boîte, elle appartenait à la femme de Bob Powell, le pianiste. Oui. Voilà. Elle s'appelait Buttercup d'ailleurs. Et là, un jour, Légitimus Égésipe, l'oncle de Pascal, il vient me voir. Il dit, écoute Manu, je monte une émission de télévision. C'était en 67. J'aimerais que tu viennes avec moi, que tu diriges un peu l'orchestre. J'ai dit, mais comment encore diriger? Il n'y a pas... Il dit, mais écoute, j'ai été voir tous les gars. Les gars ne voulaient pas parce que le chef d'orchestre gagne toujours un peu plus. Mais dans cette émission, tout le monde gagnait pareil. Oui. Et les gars ne voulaient pas. Je ne peux pas être chef et gagner la même chose comme musicien. Donc, en désespoir de cause, il est venu me voir. Mais moi, j'ai vu qu'avec cette histoire-là, ça me permet d'écrire la musique, d'avoir un orchestre que je n'ai pas à payer, enfin bref, d'avoir... Voilà. L'opportunité, encore une fois... J'ai joué là parce qu'aucun Antillais de l'époque ne voulait être dirigé, ne voulait diriger cet orchestre. Ouais. Sans être payé plus. Juste à cause de l'argent. Voilà. Alors, on va rester dans le domaine de la télévision et on va parler après du chef d'orchestre qui officie en France et qui a des succès magnifiques. Il y a un autre homme qui compte dans ton histoire d'homme et dans ton histoire de télévision également, c'est Hervé Bourges. Hervé, c'est toujours un ange gardien que tu ne sais pas que tu vas rencontrer. Tu sais, j'ai rencontré Hervé au Cameroun. Hervé venait d'ouvrir l'école de journalisme, l'ECJ, la première école de journalisme en Afrique au Cameroun. On est devenus copains, c'était dans les années 70, 74, 75. Je rentrais des États-Unis, je faisais des va-et-vient, puis on est devenus copains. Et puis, ça a été toujours un grand journaliste, de toute façon. Oui, c'est un avec journaliste. Une histoire terrible, avec les Ben Bella et tout ça. Oui, la dépendance de l'Algérie, lui, il était aux côtés de ces... C'est un battant, lui. Il ne transigeait pas avec ça, parce que Hervé aurait pu être millionnaire, milliardaire en travaillant avec... Des télévisions privées, des machins. Il a toujours été un homme d'État. Il a toujours travaillé pour son pays. Donc il faut lui... Voilà. Donc on est devenus copains. Et puis par la suite,
Il a dirigé l'école de journalisme de Lille. Oui. Il a eu l'opportunité de diriger la radio RFI. Oui. Et ensuite, il était était à à TF1. l'UNESCO d'ailleurs. Oui. Hein, et puis, patard, bam, il devient patron de la télévision française, donc officielle. Et là, il monte toute une équipe autour de lui. Je faisais partie naturellement, mais je dis bien naturellement, de son équipe. Et quand il s'agissait de musique, et notamment, en même temps, Jacques Lang est arrivé, en même temps, Tonton est arrivé. Et voilà encore une opportunité d'ouvrir les antennes, d'ouvrir la France à autre chose que le système anglo-saxon. Hein, découvrir des musiques qui viennent d'ailleurs, déjà de la Méditerranée, là, qui étaient là, et les personnes ne connaissaient. On connaissait un tout petit peu des musiques, disons déjà des Caraïbes, découvrir les Touré Kunda, les Mori Kanté, tout ça, ça a été en même temps. Ouais. Oui, c'est mieux les années 80. C'est ça. Ce qu'on appelait l'époque de la world music et tout cela. C'est ça. On croyait d'ailleurs que ça allait être éternel, qu'on croit l'éternité aussi a des limites, quoi. La formule. Alors, donc, on a eu une émission qui s'appelait Salut Manu pendant 2 ans. Et ma foi, tout le monde est passé. Je vois tous ces gens-là qui ont réussi, là, les Obispo, qui avaient beaucoup de cheveux à l'époque d'ailleurs. Hein. Tout ce monde est passé, les Bernard Lavilliers, en fait, tout le monde est passé dans cette émission. Hein, je me souviens très bien. Où la règle du jeu, c'était pas de faire sa promo, mais c'était de jouer les chansons des autres en direct. Avec Ernesto Tito Puente, décédé il y a 3 ans, qui lui dirigeait l'orchestre qu'on avait monté ensemble, et moi j'étais ce que toi tu sais faire. Moi je l'ai fait un tout petit peu pendant 2 ans, et puis voilà, c'était des bons moments, quoi. Et nous, on te regardait à la télévision, on rêvait. rêvait. Ouais, mais toi, et je me disais, j'étais jeune, hein, mais je me voilà. disais, un jour, je rencontrerai Manu Dibango. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. J'évoquais la bohème tout à l'heure. Mon grand frère, oui. paix à son âme, puisqu'il est décédé il y a quelques années, la première fois que j'ai entendu parler de Manu Dibango et qu'à la maison on écoutait les disques de Manu Dibango, c'était par mon grand frère qui lui avait fréquenté la bohème. Et qui et c'est pour ça, et dans ton répertoire, sa chanson préférée qui est devenue ma chanson préférée, c'est le titre New Bell qui sortira un peu plus tard. Oui, qui est sorti plus tard. Qui est sorti plus tard, mais c'est New Bell. Voilà. Exact. Donc ceci expliquant cela. Tu vois les rapports. Hein. Mais oui. Alors on va revenir dans ces années 60 parce que tu es aussi un personnage qui compte dans le monde de la variété française. Alors je m'explique. Oui. On est donc dans cette fin des années 60. Les vedettes du début des années 60 sont devenues de véritables stars. Et toi, tu es avec eux. Je pense au Dick Rivers, avec qui tu as travaillé. Qui vient de nous quitter. Exactement. Là. Nino Ferrer. Puis plus tard, Mike Brandt, Claude François, et quelques autres. Laisse-moi t'aimer. Mais alors, comment est-ce que tu vis tout ça? Toi, le musicien de jazz qui entre dans cette variété française et qui joue un rôle prépondérant. Eh bien, à partir de la bohème, on avait monté un orchestre où il y avait blanc et noir. Hein. Ouais. Bon, on aimait le jazz, mais on aimait aussi la musique typique. Et les musiciens qui jouaient avec moi, c'est des musiciens qui aimaient des musiques épicées. Bon, parmi eux, il y avait les Slim Pesin et tout ça avec qui on a commencé. J'ai connu Slim Pesin en 65. Et puis, c'est des musiciens aussi qui avaient des antennes à droite et à gauche. Un jour, il y a un des musiciens, je ne me rappelle pas de son nom, trompettiste, très bon trompettiste d'ailleurs. Il entend parler que Dick Rivers, il monte un énième orchestre pour un comeback. Hein, il faisait un comeback. Oui. Après les chats sauvages. Donc il montait, donc il a besoin d'un orchestre. Comme nous on était là déjà, et vraiment il n'y avait pas de problème d'a priori, on était en feeling quoi. Eh ben, Manu, mais est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ouais, je veux voir, hein, parce que nous on faisait des balles avec les accordéonistes et tout ça, donc à jouer avec une vedette, pourquoi pas? Même du rock, hein, parce que lui c'était le rock. J'ai dit bon. Et puis je jouais pas du saxo là, je jouais du piano.
Donc, le roi des triolets, quoi. Celles et ceux qui peuvent aller sur Internet regarder les images, Manu Dibango est au piano. Eh bien, voilà. Il fallait pas avoir d'a priori. C'est pas parce que nous, on était jazzman, d'accord, mais on n'était pas américain. Je n'étais pas scotché au jazz. Je joue aussi bien la biguine que je jouais la salsa. J'étais musicien, quoi, je veux dire. Et puis le jazz, tu l'as africanisé. Mais oui, du coup, parce que je ne me voyais pas, j'ai jamais rêvé d'être américain, sauf quand je voyais les Duke Ellington, le rêve de Harlem et tout ça. Mais être citoyen américain, non, c'est compliqué, tu vois, l'histoire. En même temps, j'avais une attirance et en même temps, mais l'attirance, c'était pour la musique. Si les Sidney Bechet, les Joséphine Baker, enfin au même moment, oui, en 1925, et je les ai connus avec ici. Tu les as connus ici. Oui. S'ils ont quitté les États-Unis pour s'installer en France et sont restés en France, ils savent il y a très des bien pourquoi. raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors moi, peut-être instinctivement, je les aimais, je les aime toujours, enfin, cette époque-là, mais je ne me sentais pas être citoyen américain. Par contre, je rêvais d'aller vivre avec les comtes Bézi. Tu vois, c'est un peu compliqué l'histoire. Et donc, je suis entré chez Dick Rivers comme pianiste. Et puis, on a joué, on a été même jusqu'en Algérie, on a fait des tournées, quoi. Mike Brandt. Alors, Mike Brandt, c'est après, parce que, entre-temps, Nino Ferrer jouait en banlieue, et il était fort avec le téléphone, avec Mirza et tout ça. Et un après-midi, on fait sa première partie. Et il arrive, son organiste, Estardi, on l'appelait Baron Estardi, devait le quitter parce qu'il allait monter le studio CBE, le grand studio là. Donc il ne pouvait plus suivre. Nino me dit, est-ce que tu joues de l'orgue? C'est pour ça que je te dis que c'est pas préparé le truc. C'est pas préparé, Claudie. Enfin, encore une fois, c'est pour ce qui me concerne, quoi. Je dis oui. Bon, j'en jouais pas spécialement, mais j'ai dit oui, il faut avoir un peu de culot quand même. Il dit bon, écoute, je vais te contacter. J'habitais Gare de l'Est. J'avais pas de téléphone, j'avais le téléphone chez Madame Simone en bas, le bistrot, tu vois, le Vergnat, quoi, qui aimait les artistes et tout ça. Mais j'avais un bistrot que les gens, ils m'aimaient beaucoup, mais j'avais pas de téléphone. Et 15 jours après, il y a le fils de Madame Simone qui monte. Ah, Nino Ferrer vient t'appeler. Alors tout le quartier savait que Nino... Nino Ferrer appelle Manu. C'était une star énorme. Ça me mettait en haut, quoi. Oui. Donc je vais chez lui. Il habitait à côté de la radio. Lui aussi, c'est pas un gars de la rue. Hein. Il s'appelait Agostino Ferrari. Son père, grand architecte et tout ça. Voilà. Il n'avait pas le même destin que le Johnny Hallyday, quand même. Hein, mine de rien, quoi. Cultivé, tout ça. Donc je vais chez lui. Estardi est là. Il me donne le répertoire. Et il me montre les tirettes de l'orgue et tout. Et moi, je les dessine. Hein? Bon. Je vais travailler l'orgue dans un studio. On a loué un studio à Pigalle. Il y avait un orgue dedans. Je travaille. Et puis, le premier gala qu'on fait, c'est à Liège. On reste peut-être 10, 15 jours, 20 jours. J'entends pas parler. J'ai dit, bon, j'ai pas dû faire l'affaire. On n'en parle plus, quoi. Et puis un jour, encore un coup de fil qui arrive. Alors, il y avait une tournée de 40 dates. Je suis entré chez Nino comme organiste. Il y avait des cuivres, il y avait tout le monde. C'était vraiment le zénith de Nino Ferrer. Il chantait le Sud à ce moment-là? Pas encore. Pas encore. Le Sud, il n'avait pas encore connu l'américaine noire, là. Et tu sais qui est cette américaine noire? C'est la maman de... C'est la maman de Mia Fry. Voilà. Radia. C'est ça, Radia, que j'ai connu après. Voilà. Moi aussi, elle était dans un groupe, un trio de femmes qui s'appelait le New Paradise. Et elle chantait dans ce trio de femmes. Eh ben, tu vois, hein, donc on a des rapports sans savoir. Hein. Radia, après, Nino habitait Vaucresson, une terrible maison. C'est de là même qu'est venue la chanson Le Sud, d'ailleurs. Hein, là. Et la maison près de la fontaine et tout ça. C'est là. D'accord. Et il avait écrit Le Sud pour Radia. Et Radia n'a pas voulu la chanter.
Et lui, il ne voulait pas chanter cette chanson. Il a fini par chanter la chanson qui est devenue un énorme tube. À chaque fois qu'il entendait cette chanson, il était malade. Tiens. Voilà. Et c'est l'un de ses plus grands succès. Voilà, c'est ça. Ça, c'était Nino. Ouais. C'est pas ça qui vraiment, il avait écrit pour une femme. Ouais. Donc il se sentait pas. En même temps, il chantait, il avait du succès, mais ça, il était déchiré, quoi. Tu vois. Incroyable, hein. Manu, s'il n'y avait pas eu cette expérience des années 60-70 avec des artistes de yéyé, des artistes de variété française très clairement, du tout venant, quoi. Mélangés au jazz, y aurait-il eu un titre comme Soul Makossa? Eh ben, c'est le résumé de tout ça. C'est pour ça que l'ambiguïté, elle est au début jusqu'à un titre qui est ambigu. Parce que présenté d'une façon ambiguë, c'est un truc qui ne devait pas être une phase B, quoi. Ouais. Voilà. Et alors c'était la phase B de l'hymne que personne ne connaît. De la CAN, que personne ne connaît. La première CAN, la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Et comme on a perdu, personne ne voulait plus entendre parler de ce truc-là, quoi. Ouais. Voilà. Comme quoi, quand ça doit arriver, encore une fois, ça arrive là où tu n'attends pas, quoi. Succès planétaire, 1972, avec les Américains. Et puis, c'est un titre que tout le monde reprenait, tout le monde plagiait un petit peu de son côté. C'est l'un des titres les plus samplés, en fait. Oui. Hein. Et il y en a un qui pensait que ça allait passer au travers, reprend le titre, c'est Michael Jackson. On connaît tous la controverse et tout ce qui s'est passé et les procès. Et puis en 2009, il y a des artistes qui s'y sont remis, c'est Jay-Z et Rihanna. Je me souviens d'avoir passé un coup de fil en te disant Manu, il y a un problème. Il y a Rihanna qui vient de reprendre Soul Makossa. Est-ce que malgré tout, parce que ce sont des conflits entre avocats, est-ce que malgré tout tu as été flatté que l'on ait repris ta chanson ou en colère? Mais non, tu as les deux. Tu as les deux. Tu es flatté forcément parce que avec tous les milliards de disques et de morceaux qui peuvent arriver au monde, le destin veut que ton titre, on a beau dire, c'est le titre à Manu quand même. Et si je te racontais la façon dont, pourquoi j'ai fait ce truc-là, tu serais étonné parce que c'est pas la légende que les gens disent là, c'est autre chose. Mais enfin bref, j'étais fier quand même. J'ai dit bon, ça veut dire qu'ils nous écoutent. Parce que jusque-là, on avait l'impression que c'est nous qui les écoutons, qu'eux, ils ne savent même pas qu'on existe. Quand il a pris ce morceau, j'étais fier. Et puis après, les avocats ont gagné leur vie. Mais ça a donné une existence propre. Ça a situé l'homme. Ça a situé une certaine façon de faire la musique. Et puis là, il n'y a pas longtemps, Beyoncé l'a repris, mais normalement, je veux dire, elle ouvre son spectacle avec l'orchestre, avec le morceau. Donc tu vois, donc quelque part, c'est toujours l'ambiguïté dans tout ça, il n'y a rien de certain. Mais moi, j'admire les gens qui ont la certitude, parce que moi, je n'ai jamais de certitude. C'est incroyable parce que cette chanson-là, de 1972... Jusqu'à présent... Elle est toujours là. C'est le générique de Couleur Tropicale sur RFI. Parce que pour nous, elle est... Il a cassé le moteur. Oui, avec ta voix qui est là et qui nous accompagne tout le temps. Et cela depuis... je te remercie pour ça parce que quand même, tu n'étais pas obligé. Hein. Mais c'est pas ça. C'est pour juste que... Je parlais encore une fois, je reviens sur le personnage totémique que tu es. C'est-à-dire que cette chanson Soul Makossa, elle symbolise... Une Afrique qui gagne, une Afrique qui s'ouvre au monde, une Afrique qui marque... qui s'ouvre au monde. Qui s'ouvre au monde et qui dit nous existons et regardez le talent qui est le nôtre. C'est pour ça qu'on a voulu que ce soit le générique, mais j'arrête de parler de Couleur Tropicale de parler de nous. On peut en parler parce que c'est pas par hasard que tu l'as fait. Tu donnes la notice explicative. Exactement. Voilà, exactement. Donc c'est bien que les gens sachent aussi... Soul Makossa, si j'ai une seconde, je vais te raconter ça. C'est un morceau que je répétais parce qu'à un moment donné de ma vie, je faisais répéter l'orchestre de la police au Cameroun. Oui. Le chef de la police était un copain et il voulait monter un orchestre. Donc tous les 2 mois, j'allais au Cameroun. Et puis je me trouve un jour, c'est d'ailleurs là que j'ai fait Manu 76 parce que j'ai fait venir des musiciens de la garde au pays.
Ce qui ne s'était jamais fait parce que les fonctionnaires, on ne peut pas les déplacer comme ça. Mais bon, bref, j'ai réussi. Et alors, un jour, je répétais, et j'avais un bassiste qui était de la Guyane, qui s'appelait Harry. Voilà. Et on répétait avec un orchestre parce qu'on devait faire un concert à Yaoundé. Bon, l'idée m'est venue, de la tournerie, la basse, pam, 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 ok. Mais alors, le truc, Mamako, Mamasa, comment c'est arrivé? Oui. Voilà. C'est arrivé parce que dans nos jeux des enfants, il y avait un mouvement qu'on appelle la javanaise chez nous. Tu ajoutes des mots à une phrase. Par exemple, si je dis Namapula, je veux, tu vas dire Nava, Mava, Pouva, voilà. J'ai dit, tiens, merde, tiens, je vais essayer ça avec Makossa. Au lieu de dire Makossa, je fais Mako, c'est vraiment... C'est comme ça. Oui, c'est du javanais de Douala. Rien à voir avec la javanaise de Serge Gainsbourg, Non, avec non, qui non, tu as non, travaillé non, aussi. Non, c'était juste pour faire le parallèle. C'est pour te dire, quoi. Ouais. Donc, et tu ne sais pas pourquoi ce truc m'est arrivé, parce que c'est vraiment un truc d'enfant, c'est un jeu d'enfant chez nous. Donc c'est typiquement camerounais, cette histoire-là. Tu vois, c'est typique, sans le savoir, instinctivement. 1972, 1992, l'album Waka Africa, 20 ans, j'ai envie de dire que c'est un cap. À ce moment-là, l'Espagne que tu connaissais, puisque tu y as joué, tu t'y es produit, célébrait le 500e anniversaire de la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et toi, tu sors Waka Africa en oubliant évidemment le génocide des peuples autochtones et la déportation des peuples d'Afrique. Mais on ne peut pas trop fermer la parenthèse. Waka Africa, pourquoi c'est un album aussi important ? Parce qu'à la fois, c'est un autre marqueur. Il présente des artistes qui ont fait cette scène world music de ce milieu des années 80, fin des années 80. C'est aussi une pochette extraordinaire. Où là, tu affirmes ton africanité. Et elle a une histoire et tu vas nous la raconter. Moi, tu me l'as déjà racontée, mais il faut que tu la racontes à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et c'est à ce moment-là, ton corps... cette photo-là, c'est l'Afrique. Tu es l'Afrique. Oui. Ben, j'aurais pas eu la prétention d'ailleurs, ni l'idée de le faire. Hein. C'est quelqu'un qui est... Mais au-delà de ça, Yves Bigot, que tu connais bien. Oui, alors j'ai justement parlé de... Oui. C'est avec lui qu'on a eu l'idée de faire l'album. Alors Yves Bigot, qui à l'époque était patron de la Fnac Musique. Voilà, et qui aujourd'hui est le président directeur général de TV5 Monde. Voilà, pour situer le bonhomme, et qui est journaliste ici, il écrivait Les Enfants du Rock et tout ça. C'est un connaisseur. C'est même comme ça qu'on est devenus copains, on est toujours copains d'ailleurs. Donc on a eu l'idée de faire un album avec plein de featuring, des classiques africains, par des Africains venant de partout, quoi. Et moi, naturellement, par contre, le mot Waka Africa m'est arrivé naturellement, parce que c'est la marche dans l'Afrique, quoi. Tu pars du Sénégal jusqu'à Cape Town, le rêve d'avoir un Transafrique, d'ailleurs, hein, qui ferait tout... d'où le taxi brousse qui est derrière. Ouais. Hein? Donc... à chaque fois tu arrives dans un pays, tu prends un artiste du pays, vous faites des trucs. C'était ça un peu l'idée. Quant à la pochette, c'est l'époque où il y avait Salut Manu aussi, mais il y avait le fait que Miles Davis jouait un jour en plein air à la Villette. Un après-midi, il faisait beau. On a pris la voiture, aller voir Miles Davis en plein air. Bon, on l'avait vu ailleurs, mais comme c'est un mythe, tu peux le voir 36 000 fois. Hein. Et puis moi, je fends la foule pour aller devant. Et dans la foule, bon, les jeunes gens, comme tu disais tout à l'heure, Madame Manu, il y a un jeune qui me dit, un blondinet, petit blondinet là avec les yeux bleus. Ah Manu, dis donc, toi aussi c'est MD, comme Miles Davis, je vous adore tous les deux, tiens, voilà, je te donne une cassette là, que j'ai piratée et tout ça. J'ai dit non, moi je peux pas... Bon. Ok, je m'en vais, on n'en parle plus. Un an après, Waka Africa arrive, il fallait donc envoyer, qu'est-ce qui allait faire la pochette et tout ça, une appel d'offres. Il y a 5 maisons, dont en Nuit de Chine, il y a une maison, un label qui s'appelle Nuit de Chine. Voilà, donc tout le monde a envoyé des croquis, des photos pour la pochette, quoi, un appel d'offres. Ouais.
Et dans cet appel d'offres, il y a un croquis de ce qui allait devenir la pochette. Qu'est-ce qui a fait ça? D'abord, le blondinet que j'ai vu au concert de match des Messieurs. Incroyable. Ouais, ben voilà. C'est toujours incroyable, c'est toujours l'opportunité. C'est lui qui a fait ça. Alors évidemment, ça a pris pratiquement une journée pour pouvoir faire ce truc-là, avec les caméras placées. Souffrance, un massage et tout ça après. Mais voilà alors l'origine de la pochette, c'est pas moi. Waka Africa, album magnifique parce que je ne sais pas en quelle position est-il en termes de vente de disques dans ta discographie, mais c'est un album important. Jusqu'à présent, d'autant plus qu'il est ressorti en vinyle là maintenant. Bon, ben voilà. Il est toujours là, c'est une référence pour pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens par contre qui le découvrent maintenant, qui ne le connaissaient pas. Il y a beaucoup de monde, il y a Salif Keita, il y a Youssou N'Dour, il y a tout le monde. Kidjo, il y a Papa Wemba, il y a Ray Firi qui est décédé aussi, qui était là-dedans, le Maotela King. Ah non, vraiment un beau voyage. C'est impressionnant. Franchement. Il est impressionnant cet album-là. Aujourd'hui, rares sont les artistes capables de réunir autant de stars sur un même album. Et ces gens-là, à ce moment-là, et le sont toujours, étaient de véritables stars. Le moment. Exactement. Et le moment. Voilà, toujours encore une fois l'opportunité, le moment. Tu disais tout à l'heure que, et on le répète lorsqu'on parle de toi, tu es un homme qui ne fait pas de politique et tu te tiens loin de la politique en termes de politique politicienne. Ça. Tu ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. Je suis près de ça. Voilà, et ça c'est très, très important. Et pourtant, tu as souhaité à un moment donné, et j'ai presque envie de dire que c'est faire de la politique, tu as souhaité aider ton pays dans un domaine qui est le tien, c'est celui des droits d'auteur des artistes. Parce que c'était une catastrophe. Tu te rappelles de cette histoire-là? C'est toujours une catastrophe, attention. Alors, tiens-toi bien, c'est toujours une catastrophe. C'est même pire maintenant. C'est toujours une catastrophe. Ouais. Tu t'es engagé. Que retiens-tu de cet épisode qui est un épisode malheureux, où nous-mêmes, qui n'étions pas toi, nous nous sommes sentis insultés au regard de la façon dont tu avais été traité alors que tu venais te mettre au service de ton pays et des droits et des auteurs, compositeurs et autres. J'ai ouvert un pan de ce qu'on n'ose pas toujours dire en Afrique. Le problème des Africains, c'est pas l'extérieur, hein. Il y a eu l'extérieur, mais tout le monde a eu un extérieur. Je dis que César est venu ici, la Gaule, et tout ça. Tout le monde a eu la conquête à un moment donné, on n'est pas les seuls. Il y a eu l'esclavage avant nous, il y en aura toujours, il y en a encore même d'ailleurs, et tout ça. Mais on a un problème entre nous, on a un réel problème de se regarder les uns les autres. On ne se regarde pas bien, on a un problème. Ça date de quand? Je ne sais pas. Et c'est toujours l'éternel problème que je me pose jusqu'à présent, ou à l'heure où on parle tous les deux. Qu'est-ce qui cloche chez l'homme noir? Qu'est-ce qui cloche? Où est la virgule? Où est le point qui fait que, en réalité, en règle générale, je ne veux pas dire que les autres, ils se sentent mieux entre eux, ils ont des problèmes. Mais nous, on a des problèmes avec une valeur ajoutée en négatif. Quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à se voir? Individualisme, cupidité, un peu de tout ça et bien d'autres choses encore? Claudie, c'est pas que mon problème, c'est le problème des gens qui réfléchissent. Pourquoi on ne peut pas se sentir? Es-tu aujourd'hui encore blessé par cet épisode de la Socinada? Non, c'était révélateur. D'accord. Mais toi, personnellement, toi, Manu, qui te met au service de ton pays, au service de ceux qui sont, comme toi, des artistes, et lorsque tu vois ce que l'on t'a fait subir, comment certains ont... Mais ça, ce n'est qu'un épisode que tu connais. J'en ai eu d'autres, Claudie. J'en ai eu d'autres. La première fois que j'ai ouvert un club au Cameroun, c'était en 63. Hein? En 63. Et on était en guerre civile. Et on était en couvre-feu. Oui. Hein? Il faut se rappeler de ça. Et il faut se rappeler qu'on m'arrêtait des fois avec des clients pour m'amener au commissariat parce que c'était soi-disant interdit.
à partir d'une certaine heure. Mais il y a des boîtes qui appartenaient à des grosses hommes qui, bon, voilà, donc ça date pas de... Ça a été le révélateur parce que vous avez eu le temps de grandir entre-temps. Mais moi, c'est des problèmes que j'ai connus depuis. Et si je suis là, c'est que j'ai connu même des épisodes où j'ai eu des serpents à la maison, des machins, tout un tas de trucs que je devais avoir, des trucs à l'africaine, entre parenthèses. Les gens ne savent pas comment je m'en suis sorti. Mais je suis là quand même. Et donc, le problème finalement, je deviens un problème pour les gens parce que c'est difficile de se débarrasser, quoi. Mais se débarrasser aussi, c'est pas moi le problème. Parce que tu peux te débarrasser de moi, c'est pas assez. Mais le problème, il reste. Pourquoi on n'arrive pas à construire? Pourquoi on n'arrive pas et qu'on est là toujours pour démolir? Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Il y a beaucoup de revendications d'une partie de la jeunesse africaine en Afrique et de la diaspora, des diasporas également, avec ce French bashing, la France ceci, l'Occident cela. Et toi, tu dis, ok, d'accord, probablement, ce que tu viens de nous expliquer. Non, balayons d'abord. Mais voilà, c'est aussi ce que nous sommes, nos mentalités qui expliquent quelques échecs. Moi, je dis, les bashing, tout ça, c'est bien, mais tu ne peux pas transposer les problèmes. Toi-même, quand moi, j'écoute la radio, j'écoute les radios, j'écoute le courrier des auditeurs, le machin et tout ça. Et je dis, mais pourquoi on n'arrive pas pourquoi on ne peut pas bâtir? C'est ça mon problème. C'est ça la vraie question, à laquelle personne ne peut pour l'instant répondre. On parle travail, on parle engagement, parce que c'est de l'engagement, ce que tu fais au quotidien. Ce serait bien de parler de famille un petit peu, parler des enfants, oui, parler des petits-enfants. Les petits-enfants surtout, comme dirait l'autre, Victor Hugo, l'art d'être grand-père. Alors? C'est intéressant. C'est une bonne partie de la vie. Pour moi, maintenant, c'est la meilleure partie de ma vie. Parce que le prolongement, il est là déjà par les enfants, mais avec les petits-enfants, c'est pire, quoi. Tu as fait ton devoir, tu peux partir, ça va, c'est bon. Au regard de tout ce que nous avons déjà dit, là, au cours de cet entretien, as-tu le sentiment d'avoir été un père suffisamment présent? C'est ce que beaucoup d'artistes et de personnages totémiques disent, c'est-à-dire, j'aurais peut-être pu faire mieux en tant que... Claudio, on peut toujours faire mieux. Hein. Est-ce que tu te dis ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, et être grand-père, l'art d'être grand-père, justement... Par contre, je sais pas si je suis un bon père, mais je suis un bon grand-père. Franchement, le père, tu sais, tu cherches, tu es dans la bagarre, donc la famille, ok... Mais tu es égoïste à un moment donné parce que je veux faire. Donc, bon, la famille, les femmes, elles sont là pour s'occuper. Moi, l'éducation, en tant qu'amener les enfants à l'école, être dans les réunions des parents et tout ça, j'ai pas connu ça. Ça, c'est vrai. Par contre, les petits-enfants, comme ils sont musiciens, des fois, je vais... Dans le truc, je suis le conservatoire, je les suis. Quand il y a une soirée où ils jouent, un truc comme ça, un après-midi, je vais. Ce que je n'ai pas pu faire avec les enfants, je fais avec les petits-enfants. C'est magnifique. Là, je suis heureux de ce côté-là. Franchement, mes petits-enfants, j'en ai 7. C'est un bonheur, vieux, et je te le souhaite. On va justement rester avec cette jeune génération. La jeune génération, et j'ai même envie de dire à tout moment, t'as toujours rendu hommage. Et là, aujourd'hui, t'es encore officiel, t'es validé, je vais parler comme les jeunes, tu vois, t'es validé par la jeune génération, puisqu'on t'invite sur des chansons à succès. Qu'est-ce que ça te fait d'être... Mais c'est ça, tu rebondis, tu sais pas où tu rebondis, là. Tu es arrivé, je t'ai montré un truc, là, qui est en train de monter, c'est des gens que je ne connaissais pas, mais que mes petits-enfants, ils connaissent. Bon, et c'est une de mes filles, Marva, qui m'a appelé parce que ce jeune homme-là a fait une chanson où il cite son tonton Manu Dibango. Oui, t'es ici, Va savoir pourquoi
Bon, j'ai été curieux, j'ai dit, tiens, c'est marrant ça, pourquoi il me cite à moi? Bon, je l'ai rencontré, j'ai écouté la chanson très bien. Hein. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Oui, alors là, franchement... elle tourne en radio, ça marche bien, c'est voilà, sur tous les réseaux. ça tourne bien, donc Voilà. je n'avais qu'à mettre 16 mesures, et ces 16 mesures ont été filmées. Et voilà qu'il y a des centaines, des milliers de vues là-dessus. Donc tu rebondis là où on ne t'attend pas, quoi. Et je vais dans des soirées là où des après-midi où il y a plein de Camerounais avec leurs enfants et tout. Et quand les enfants me voient, ce n'est plus le même Manu qu'ils connaissent, bon, le vieux Manu, le tonton, le papa, le papy. Ça, c'est pour les parents. Ça, c'est pour les parents. Mais les enfants, comment ça se fait que je joue avec leur idole? C'est ça qui est terrible. C'est une belle victoire. Et c'est en cela que tu es un personnage, tu es un mythe vivant, un personnage totémique. C'est comme ça, c'est à ça qu'on le mesure aussi. Donc je pourrais presque, avant de terminer cet entretien, te poser cette question-là. Es-tu conscient d'être un personnage central au centre du village? Toi qui l'as chanté, ce village-là. Que je chante toujours d'ailleurs. Et que tu chantes toujours. Écoute, encore une fois, c'est du Molière. Tu fais de la prose sans faire, sans savoir. Eh bien, tout ce qui arrive là, c'est sans savoir. Mais le destin des uns et des autres, il est régi quelque part. C'est le mien. Donc, voilà, je m'en suis rendu... Très tard, je me suis rendu compte que j'avais un destin, hein, franchement, parce que c'est des mots quand même qui frôlent la prétention. Je dis j'ai un destin. Tu peux le dire à 80, 85 ans, tu ne peux pas le dire à 20 ans que tu as un destin. Parce que c'est fait. Bon, voilà, tu as franchi la barre, comme on dit chez nous, tu manges la part du bon Dieu. Hein? Voilà, donc je suis en train de manger copieusement d'ailleurs la part du bon Dieu, donc j'ai eu un destin, c'est vrai. Mais lorsque tu étais si jeune au moment du baccalauréat, lorsque tu expliques à ton père que c'est ta passion, lui ne voit pas le destin, il voit juste que la tu passion désobéis. pour lui c'était... Mais oui. Voilà, et à leur époque, lui il était fonctionnaire, il me voyait fonctionnaire, il me voyait sûrement pas saltimbanque. Les sportifs ont le même truc, hein. Tu demandes à Roger Mila, c'était aussi pareil, un va-nu-pied qui a laissé tomber, mais quel va-nu-pied, les pieds d'or quand même. Je me suis permis aussi et je vais me permettre d'évoquer tes parents au regard de ce qui secoue le Cameroun aujourd'hui. C'est un pays que l'on pourrait qualifier presque au bord de l'implosion, en tout cas qui a du mal. Les Camerounais tourmentés et qui ont du mal à se parler les uns et les autres. Pourquoi j'ai pensé à tes parents? Parce que tes parents ne sont pas de la même ethnie. Ah ouais, ça... Et lorsqu'aujourd'hui on entend les uns et les autres accuser, mettre au banc l'autre parce qu'il n'est pas de la même ethnie, comment réagis-tu toi? Il est très aigu. Oui. De mon temps déjà, il était là. En fait, tu sais, Claudie, terrible ce que je vais te dire là. Le Cameroun, en fait, est-ce qu'on aurait dû se mettre ensemble? C'est la première fois que je dis ça à quelqu'un. Je ne sais pas, parce que le problème ethnique est tellement fort chez nous. Quand le blanc te martyrise ici du racisme et toutes les manifestations, chez nous, est-ce que c'est pas pire? Voilà. Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que les gens se rendent compte? Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont... Alors moi, je suis mal placé pour en parler parce que je ne vis pas concrètement. Mais eux qui vivent là, est-ce qu'ils ont du recul maintenant? Un vrai recul que pour savoir que est-ce qu'on peut construire au lieu de démolir? Et alors, peut-être qu'ils ont un plan que les gens ne savent pas, que ce plan va se dévoiler un jour, mais pour l'instant, est-ce qu'on aurait dû se mettre ensemble? C'est ça que moi je pose comme question. Hein. Je ne sais pas, ceux qui ont construit, entre parenthèses, le Cameroun, est-ce qu'on l'a bien construit au départ? On va laisser les uns et les autres répondre. Voilà, c'est la question. 60 ans de carrière, un concert exceptionnel au Grand Rex, à Paris. Claudie, à mon avis, je crois que c'est le départ pour autre chose. Tu arrives, et puis maintenant, il faut repartir parce qu'il faut toujours du mouvement. Arriver là,
à jouer, à mettre nos musiques ensemble, entre la musique occidentale, entre le concept symphonique, art philharmonique, avec nos musiques, ça augure d'un prochain où, en fait, au lieu que chacun, ah ça c'est classique, je ne touche pas à ça. Ça c'est africain, ça ne va pas avec nous. Mais toi tu dis, bon, ça peut aller ensemble. C'est le départ de quelque chose. Parce que les futurs compositeurs, Claudie, les vrais, qui seront sortis des écoles, parce qu'il y a plein de nos enfants qui sont dans des conservatoires et tout ça, tu te rends compte qu'ils ont deux cultures qui peuvent mettre ensemble pour une troisième culture à naître. Ces rencontres, après, il n'y aura pas uniquement que Beethoven, Bach, Berlioz, mais il y aura, tu vois, il y aura d'autres trucs ensemble. Dans l'idée c'est ça, de construire un truc ensemble, parce que bon, c'est bien facile d'être toujours les uns contre les autres, les uns avec les autres. Est-ce que c'est pas ça? Donc si tu veux, pour moi, c'est le départ de quelque chose. C'est pas une finalité. C'est incroyable parce qu'on aurait pu croire qu'au bout de 60 ans de carrière, à presque 86 ans, puisque tu auras 86 ans le 12 décembre, on pourrait presque croire que Manu Dibango, aujourd'hui, il y a toujours eu de la passion et se faire plaisir, mais il se fait juste plaisir. Et toi, non, tu es déjà dans d'autres perspectives. C'est plus qu'un héritage, plus qu'un testament. C'est comment est-ce que l'on va poursuivre la création, poursuivre l'idée de s'unir pour bâtir et grandir ensemble. Mais c'est ça qui est excitant. Ce que tu as fait déjà, c'est déjà fait. Ouais. Mais ces rencontres, pour l'instant, se font pas parce que les politiques, les façons de vivre des uns et des autres ne permettent pas qu'on puisse faire un truc ensemble. Mais la musique, c'est un des vecteurs possibles, du possible, des rencontres d'un autre type, qui là, ça ne souffre pas parce que le do, c'est le do. Je veux dire que le si bémol, c'est le si bémol pour tout le monde. J'espère ne pas avoir de propos déplacés, mais que souhaiterais-tu que l'on dise de toi une fois que tu auras décidé d'aller jouer ailleurs de la musique? C'est bien dit. C'est ça aussi bien dit de dire que moi, je suis un homme libre, que chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Voilà. L'être humain, le destin, il est là. Je veux dire, on va, on vient, on sort et tout ça. C'est la prétention de croire qu'on est indispensable, on va dire. On dit ce qu'on a envie de dire. Si on veut pas, de toute façon, le destin, lui, il va dire. Hein? Manu Dibango, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir parlé de toi. Et je pense que toutes celles et tous ceux qui nous regardent également, l'amour qu'il te témoigne depuis si longtemps explique que tes chansons rythment chaque moment. On a chaque fois une chanson de Manu Dibango qui explique un épisode de notre vie, qui raconte un épisode de notre vie. Merci infiniment d'être là. Merci. Alors, je ne veux pas casser le moteur maintenant. Non, je sais que tu n'aimes pas que l'on dise, que beaucoup disent grand frère, frère, parce que la fraternité, elle est tellement galvaudée, ce mot-là, mais grand frère, merci. Venant de toi, ça va, parce que tu n'as pas le couteau sur la... Tu vois, frère, là, souvent, il y a le couteau derrière. Vous l'avez entendu, nous sommes à la fin de votre émission du dimanche sur la Voix Palabre sur le 92.1 FM sur Radio Campus. Vous venez d'écouter la SOA, Sounds of Africa, dédiée ce dimanche à Manu Dibango. Je remercie tous mes collègues de Sous la Voix Palabre en espérant les revoir très bientôt en vrai. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous même heure, même endroit pour une nouvelle émission dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas les autres émissions africaines de Sous la Voix Palabre, la Diaspora Chuchote avec Achaïso le jeudi à 15h, ainsi qu'Africana avec Maudit également le jeudi, mais à 19h30.
Je vous dis bon dimanche et tenons encore un peu le coup en restant chez nous.